C'est parti pour les interviews de l'IA dans cette édition spéciale J9 au sein du grand rendez-vous sur l'innovation juridique. Et j'ai donc deux séquences à vous proposer avec quatre invités. On commence ensemble tous les deux. On commence avec Jonathan Williams. Bonjour Jonathan. Bonjour. Barrister, on peut traduire par avocat à la cour finalement, hein, dans les pays du common law. Vous êtes un ancien procureur de la Couronne et vous êtes membre du barreau de Paris, directeur aujourd'hui de France Legora. C'est à ce sujet que je vous ai fait venir. Et à côté de vous, Christophe Lemay. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le CEO cofondateur de DeepBlock. Donc DeepBlock, vous allez me préciser peut-être la définition. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment une société qui donne de l'expertise pour la génération et la conservation de preuves juridiques. Oui, c'est faire de chaque interaction commerciale ou juridique une preuve certaine, sécurisée. Alors, et la contraction de Deep et de Block, c'est Deep, c'est pour Deep Learning, et Block pour Blockchain. Ah ben on va en parler parce qu'une des technologies clés, évidemment, c'est la blockchain hein, pour la certification et le suivi, le tracé de toutes ces preuves. Mais comment être sûr, comment est-ce qu'on peut dire, là, je suis face à une preuve soutenable qu'on peut opposer juridiquement? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un algorithme que l'on utilise, qui est une fonctionnalité de hash. Et ça permet, si vous voulez, de convertir une donnée, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, en une chaîne de caractères de 64 caractères de long et qu'on va stocker dans un registre, en l'occurrence un registre blockchain qui est immuable puisqu'on ne peut pas modifier les enregistrements. D'accord. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est l'authenticité, c'est ça, du document? Alors, c'est l'authenticité et c'est l'intégrité avec le registre derrière. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle la PAF, la piste d'audit fiable, que normalement toutes les entreprises doivent avoir ou détenir justement parce que c'est un peu la boîte noire de l'entreprise. C'est un peu comme qu'il y a un crash d'avion, la première chose qu'on va voir c'est la boîte noire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et si on n'a pas ça comme preuve dans une blockchain en l'occurrence, eh ben, on n'est pas capable de retracer l'anomalie qui a pu se passer. Quand on doit valider un document juridique, quand on veut apporter la preuve qu'on a bien donné notre autorisation, on va signer, on voit les boutons signature. Ça se résume à ça aujourd'hui, la preuve vraiment d'un acte numérique légal? Non, non, non. C'est plus complexe que ça. C'est Ouais. qu'on va sceller un document avec un certificat. Et ce certificat, on est en Europe, on est en France, donc c'est un certificat de la norme eIDAS. Et donc on va sceller d'abord un premier document avec ce certificat. On va également horodater le document, parce que souvent, la plupart du temps, quand vous n'horodatez pas un document, c'est souvent l'heure du PC qui a été utilisé et ça n'a aucune valeur devant un juge. Et derrière, effectivement, on va garder une preuve indélébile dans le registre blockchain pour pouvoir garantir que le document n'a pas été altéré dans le temps. Donc ça fait 2 fois qu'on emploie la technologie blockchain, donc on comprend bien que c'est quand même au cœur de votre solution. L'IA, l'intelligence artificielle, intervient quand même à un moment? Alors pas dans la blockchain directement. Non, je veux dire dans votre solution. Mais oui, on a de l'IA par ailleurs dans d'autres, comment je dirais, dans d'autres verticales, Okay. dans d'autres SaaS, comme tout le monde appelle aujourd'hui, notamment la plupart du temps pour aider au développement, au vibe coding. Comment est-ce que vous voyez justement l'arrivée de l'IA aujourd'hui dans le juridique? Parce qu'ici, on en parle beaucoup d'innovation. Et pour avoir approché pas mal d'avocats aussi sur ce sujet, il y a des inquiétudes. Quant à justement la part qu'on laisse à l'IA, la vérification, quelle place aujourd'hui vous pensez qu'on doit lui donner et quelle place vous lui laissez prendre dans votre solution? Alors je pense qu'on a le débat est un peu biaisé aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on parle de human in the loop, alors que moi c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'IA qui est prépondérante, okay, mais l'humain, doit rester là pour valider et décider in fine. Et donc je suis plutôt dans la logique inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de l'IA parce que c'est un phénomène de société. Il y a des travers à cela. Il y a l'humain, mais on doit intégrer l'intelligence artificielle. Oui, c'est-à-dire que c'est un outil comme un autre. L'humain dans l'IA. Exactement. Ok, je comprends. Et souvent on parle de l'inverse et moi Ouais. voilà. Et je trouve, pour faire un parallèle ou une analogie qui est peut-être scabreuse, mais j'ai l'habitude de dire que l'IA c'est un peu la cocaïne. C'est de la cocaïne, c'est-à-dire que ça devient addictif et on ne peut plus s'en passer. Et la problématique c'est que ça a des coûts, comme la cocaïne, et que c'est des coûts qui sont juste déraisonnables et monstrueux.
Et in fine, des fois, on peut se demander à quoi ça peut bien servir. Parce que l'IA n'est absolument pas utile, comme la blockchain n'est absolument pas utile pour tout. Oui. En revanche, elle est indispensable pour certaines choses. Exactement. Donc, il faut voir quand est-ce que ça s'impose ou pas. Vous êtes d'accord avec cette vision de l'IA? C'est pas une analogie que j'ai déjà entendue sur l'IA, mais j'avoue que ça peut devenir addictif. Ouais. Ça peut devenir addictif et je pense que oui, il y a des choses, c'est le surplus, c'est de user sans en abuser, c'est vraiment la difficulté avec l'IA. On a tous vu des images générées de manière artificielle, on a tous vu des écrits que l'on a identifiés de suite comme étant le fruit, l'œuvre intellectuelle d'une machine et non pas d'un humain. Et on arrive encore à dire ça c'est non. Alors, je voulais préciser aussi que vous travaillez sur le Legal Data Space. D'ailleurs, on va avoir un sujet aussi là-dessus. Donc, c'est un projet d'espace numérique pour partager les données juridiques au sein de Pour l'espace. entraîner les IA. Pour entraîner les IA et aussi avoir notre propre espace numérique, je voulais dire, au sein de l'Europe, quelque chose souverain entre guillemets, mais ça fait partie des thématiques qui sont aussi largement abordées autour de Ginob. Comment est-ce qu'on peut protéger justement toutes ces données qui vont être utilisées par les agents IA? Bon, la plupart du temps, on les protège en ayant ce qu'on appelle des instances techniques bien séparées. Et puis, il y a une notion assez particulière et qui est sympa dans le Legal Data Space, c'est que justement, il va y avoir des droits aussi bien pour les émetteurs de données que pour les consommateurs de ces données. Et donc, c'était ça qui était intéressant dans le Legal Data Space, c'est que pour une fois, c'est un espace transparent entre ceux qui fournissent, qui mettent à disposition des données, parce que sans données, une IA est complètement idiote, puisqu'on ne peut pas faire d'apprentissage. Donc on a besoin de ces données-là. Par contre, il faut qu'elles soient surveillées, entre guillemets. Ouais. Et cet espace-là est un espace intéressant. Et donc c'est toute la clé, c'est la gouvernance et la traçabilité. La gouvernance, elle est faite par l'émetteur de la donnée. Ouais. C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on reste acteur de sa donnée. Ouais. Et vous intervenez de quelle façon? On met à disposition dans cette infrastructure technique tout ce qui est blockchain et tout ce qui est signature électronique, forcément. Vous avez des questions peut-être, Jonathan, non? Moi, je crois très très fermement à l'avenir du LDS en particulier, le Legal Data Space en Europe. Je pense que c'est l'un des meilleurs projets de ces 10 dernières années. Très franchement, sur la donnée, c'est l'un des meilleurs projets que j'ai vus sur ces 10 dernières années parce que ça pose le doigt sur là où ça fait mal pour les IA. On a deux approches en ce moment dans le monde entier. On voit l'espèce d'appétit omnivore qui veut tout consommer, absorber, aspirer, intégrer toute la donnée existante, tout ce qui traînait sur le web, de manière à créer ces espèces de monstres de la puissance linguistique sémantique que sont les LLM, des ChatGPT, etc. Et je pense que l'approche plus ciblée et surtout une approche qui est d'un niveau d'abstraction supplémentaire, cela permet, comme tu le disais, ça permet de contrôler à l'avance ce qui va se passer avec ses propres données. Donc on peut dire, moi pour l'utilisation de la relecture par mon propre avocat, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il peut prendre mes données, s'en servir et me fournir des réponses, utiliser une IA pour me fournir des réponses sur la base de ces informations. En revanche, Orange ne peut pas s'en servir pour me démarcher, pour me vendre du fibre à la maison. Donc c'est une espèce de nouvelle approche, nouveau paradigme, je pense. Et c'est une approche qui est alignée avec nos valeurs européennes. La nécessité de partager nos données aussi entre Européens. Alors, Jonathan Williams, vous êtes directeur France, je disais, de Legora, donc une plateforme d'intelligence artificielle collaborative qui a été conçue pour les avocats, qui leur permet en fait de faire fouiller tous les documents juridiques qu'ils reçoivent et qu'ils ont sur leur bureau, qui s'accumulent par des intelligences artificielles, c'est ça? Exactement, pour les avocats et aussi pour les DJ, pour les directions juridiques également. D'accord. Qu'est-ce qu'elle sait bien faire, l'IA, quand on lui fournit comme ça une masse de documents? Elle sait les résumer? Elle sait faire ressortir des points particuliers? Effectivement, il y a plusieurs tâches que l'IA va faire particulièrement bien. Et ça peut être le résumé, la rédaction, la modification de documents. Il peut y avoir plein de tâches diverses et variées qui sont vraiment dans le cœur de ce que font aujourd'hui les avocats, les juristes d'entreprise. Donc il y a une... Et elle le fait bien. Aujourd'hui, on est satisfait du résultat? On est très satisfait du résultat.
la croissance de la solution en témoigne, on va dire. D'accord, elle fait ses preuves. De quoi j'ai besoin si je suis avocat et que je veux utiliser cette solution? Est-ce qu'il faut que j'installe quelque chose de particulier? Tout est dans SaaS? Comment ça fonctionne? Donc nous avons aujourd'hui un modèle cloud, un modèle SaaS avec des modules, des intégrations Word, des intégrations Outlook, SharePoint, enfin pour tout ce qui est de l'environnement existant Ok, de l'entreprise, mais principalement un accès cloud. d'accord. Donc pas besoin de quoi que ce soit de spécifique, mais ça veut dire que mes dossiers juridiques, je vais les envoyer comme ça sur le serveur? Effectivement, tout ce qui passe par une IA est traité sur un serveur quelque part. Et on le rappelle, le cloud, ce n'est que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Oui. Donc C'est il pour faut ça que je pose cette question. Alors, c'est l'ordinateur de qui? exactement. Donc nous sommes une entreprise suédoise, d'origine suédoise en tout cas, avec une forte implantation européenne et notre solution est entièrement européenne. Donc stockage en Europe, processing en Europe, il n'y a pas de données qui transitent outre-Atlantique. Les entreprises peuvent stocker à un endroit précis, exact au sein de l'Union si elles le souhaitent. Les entreprises peuvent gérer ce qu'on appelle, et je m'excuse par avance pour la partie technique que je ne maîtrise point, mais bring your own key, on gère soi-même ses clés de cryptographie. C'est une option également. D'accord. Mais Donc, nous, vous offrez différents niveaux de protection. forcément pour une entreprise qui accompagne, comme d'ailleurs D-Block, qui accompagne les avocats, les juristes d'entreprise, les banques, le secteur financier, voire même des États souverains, on a été obligé de cocher un certain nombre de cases d'un point de vue informatique. Oui. Les IA sont capables de gérer combien de tonnes de documents simultanément? Et quel type d'analyses sont particulièrement recherchées aujourd'hui par les cabinets qui travaillent avec vous? De quoi ils ont vraiment besoin? Un exemple classique pour un cabinet, et c'est le même type de fonctionnalité pour des DJ, mais sur un autre versant, ça va être l'audit, le fameux audit. Le directeur juridique passe sa tête. Il faut que je sache combien de contrats on a signé en Q3 de l'an dernier en Pologne avec des clauses de limitation de responsabilité non standards. Et si on n'a pas un outil bien calibré, trouver une réponse à cette question est difficile. L'IA peut trouver la réponse à cette question sur 15 000 documents, 150 000 documents, 15 millions de documents en l'espace de quelques minutes ou heures, selon le volume. Donc ça, c'est un cas d'usage parfaitement classique et en DJ et en cabinet. Aujourd'hui, vos clients sont quoi, des Européens C'est principalement? des Européens, donc en France, on Vous travaille dites des avec... directions juridiques de quel type de groupe? ça va être Accor, Edenred, d'autres boîtes du CAC 40. D'accord. Ça va être Jantet, Dentons, Deloitte, Cléry Gottlieb, des gros cabinets, des petits Qui cabinets. sont déjà très des cabinets familiers mondiaux. avec finalement les solutions cloud. Donc c'est un peu un passage naturel pour elles. Donc, Non, c'est plus compliqué? oui, facile. Le cloud, ça en passe d'être acquis. Il y a très peu d'entreprises qui ont des réticences encore sur le cloud. Mais c'est vrai que la nature nouvelle de l'IA, la technologie nouvelle qu'il y a, fait que forcément il y a de nouvelles questions. Mais en général, on arrive à trouver des réponses adéquates. Donc on est encore au début pour vous de Ce toute n'est cette que le aventure début. de l'utilisation Que de le l'IA pour de la recherche dans le document. Ok. Vous vouliez peut-être réagir aussi, Christophe? Non, je peux compléter ce que disait mon camarade de jeu, c'était que l'IA sait très bien comparer des choses. Je vous donne un exemple, on parlait de hash tout à l'heure, Ouais. c'est-à-dire la chaîne de caractères qui permet d'isoler un document par un autre. L'IA donne la vision du document, ce que le hash ne permet pas. Vous voyez? Et donc, elle est très forte pour comparer des données. On parlait de contrats juridiques, mais je peux vous donner des exemples dans la santé. Comparer des centaines de radiographies permet tout de suite de déceler si une pathologie est présente ou non chez un patient. Voilà, ça, l'IA sait très bien le faire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christophe Lemay. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la Legal Tech D-Block et Jonathan Williams, le directeur France de Legora. Vous restez avec nous parce que le temps que deux invités s'installent, petite coupure et on revient.